On a eu plusieurs occasions de quitter Beersheba. C'est vrai que mon mari, quitter Beersheba, c'est pas un problème, mais c'est moi en fait qui le retiens ici. J'ai un lien avec cette ville qui est assez fort. Et même si, tu sais, quand je rentrais à Marseille, on me disait « Ah, t'as fait ton Aliyah, t'es où ?» Je fais à Beersheba. « Mais qu'est-ce que tu fous à Beersheba ?» Ruth Haddad Boukris, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette très belle maison à Beersheba. Merci à vous d'être venu. Avec plaisir. On est où ici? On est au cœur de la vieille ville de Beersheba, dans une maison de l'époque ottomane qui sert aujourd'hui de bureau du Merkaz Lauder. Le Merkaz Lauder encourage les jeunes étudiants qui viennent de l'université de Ben Gurion à s'adapter professionnellement. Vous êtes très au fait de toutes ces considérations parce que vous êtes projectorite. Je suis coordinatrice d'Aliyah pour les francophones depuis maintenant 8 ans. Il n'en a pas toujours été ainsi. Beersheba, ce n'était pas forcément votre plan au début. Quand vous êtes arrivée en 2004, vous êtes la première, on va dire, de votre famille proche, famille nucléaire, à avoir fait l'Aliyah. Qu'est-ce qui vous a décidé à arriver dans cette ville du sud d'Israël? Alors, ça va être très très simple. Je suis mariée, un garçon du coin. Il est né ici? Il est né ici. J'ai connu mon mari à Paris. Il était venu pour un petit séjour. Et moi, venant de Marseille, je suis arrivée aussi à Paris chez une copine. Et on s'est rencontrés quand on avait 16-17 ans. Et après quelques années, nos chemins se sont recroisés. On s'est mariés et je me suis installée à Beersheba avec lui. Vous parlez de Marseille, vous parlez de Paris, mais vous avez grandi à Marseille et dans votre petite enfance, vous êtes tunisienne, vous êtes née dans un tout petit village près de Djerba. C'est ça. Je suis née à Zarzis, une petite ville qui se trouve à côté de l'île de Djerba. J'ai vécu à Tunis même, la capitale de la Tunisie. Mais en 91, quand il y a eu la guerre du Golfe en Israël, mes parents ont décidé de prendre une pause. De partir, de quitter la Tunisie. Oui, mais au départ, ce n'était pas pour partir définitivement. Donc, on est arrivé à Marseille le temps que la tension se calme et on y est resté. Pourtant, des tensions, il y en avait souvent en Tunisie. Vous avez été vous-même témoin de nombreuses manifestations anti-juives. Oui, c'est vrai, mais je pense que mon papa a senti que c'était un peu trop. Donc, on est parti à Marseille. Au départ, c'était partir un mois ou peut-être 2 et retourner à Tunis, mais on n'est pas retourné. On est resté sur Marseille. J'ai été scolarisée à l'école Yavne avec Monsieur Benaroche, avec Monsieur Zenou. Et voilà, de Marseille, je suis arrivée à Beersheba. Et alors Beersheba, j'imagine que ce n'était pas votre premier choix, bien que vous étiez extrêmement sioniste et pour vous, la terre d'Israël avait une valeur sacrée. Oui, on est une famille assez sioniste, mon papa l'était vraiment. Déjà, on avait un lien avec Israël, même en étant à Tunis, on avait un lien avec Israël, étant donné que toute la famille de ma maman a quitté la Tunisie il y a 50 ans pour Israël. Et on avait toujours ce contact. Vous veniez souvent en Israël, vous les visiter ou pas tellement? Non, pas tellement. Je me rappelle, à l'âge peut-être de 11-12 ans, j'étais venue avec mes parents ici. À Beersheba? Et à Beersheba, mais pas que. On avait passé les vacances ici. Vous aviez un lien, quoi, un lien familial, voilà. Un lien avec le pays. Voilà. J'étais venue à Eilat en vacances avec des amis. Au-delà de la famille, des liens familiaux, pour votre papa, Israël, ça représentait quoi? Je ne sais pas comment définir cet amour pour Israël, mais c'est vrai que mon papa était très très lié à Israël. Il suivait toujours les informations. D'ailleurs, sa société l'appelait Kadima. Ça montre un petit peu le lien qu'il avait avec Israël. Il nous a transmis l'amour pour Israël et c'est vrai que au départ, quand j'étais venue à Beersheba, c'était très difficile pour moi. Une fois que vous étiez mariée, que vous avez fait l'Aliyah, que voilà, ça y est, en couple avec le reste de la famille, puisque chacun est ailleurs. Et vous êtes là seule avec votre époux. Exactement. C'était difficile. Très. Pourquoi? Parce que déjà, j'étais sans famille proche. Vraiment, mes parents, mes frères. Sans amis. Je parlais un petit peu l'hébreu, mais bon, j'ai appris à l'école la base de l'hébreu, mais c'est vrai que mon hébreu n'était pas assez performant pour m'intégrer. Vous vouliez travailler? Au début, j'ai aidé mon mari. Mon mari avait un commerce. Après, j'ai accouché de mon premier garçon.
Et après de mon deuxième. C'était difficile pour moi de mener cette vie de famille et vie de travail, alors que moi-même, j'étais pas stable. J'étais dépendante de mon mari et de ma belle famille. Et ça, c'est quelque chose qui était très, très difficile pour moi. Pourquoi? Parce que vous étiez Voilà, très indépendante? Voilà, j'étais très indépendante en France. Je travaillais, j'avais mes amis. Et arriver ici, c'est vrai que passer de Marseille à Beersheva, c'est quelque chose qui est assez extrême. Alors, la ville a énormément changé depuis que vous êtes arrivée. Vous auriez pu partir plusieurs fois. Oui. Et on a l'impression, quand on vous entend, que vous vous êtes vraiment attachée à cet endroit. Oui, c'est vrai. Mon mari m'a même proposé de repartir peut-être avec lui en France. Il a vu que c'était très difficile. Vous étiez déprimée? Non, pas déprimée, mais j'avais du mal. Je pense que le fait d'avoir passé une première adaptation de la Tunisie à la France, c'était juste une question de temps, qu'il fallait que je sois patiente. C'est ce que vous vous disiez Oui. à vous-même lorsque ça n'allait pas? Oui. Et en fait, ce qui vous a rendu forte, c'est votre première expérience d'un premier déracinement, en fait. Exactement. Je m'adapte assez facilement au changement, mais c'est vrai que là, c'était un peu trop pour moi. Mais à quel niveau c'était trop? Qu'est-ce qui était plus difficile? Déjà la ville. La ville était un peu vide. Bon, quand tu viens de Marseille, où il y a, tu fais du, j'étais jeune, tu vois, donc tu as envie de faire du shopping, tu as envie de sortir, tu as envie d'aller voir un bon concert, d'aller au cinéma. C'est vrai qu'à cette époque-là, il n'y avait rien. Il y avait, mais c'était pas très développé. Voilà, exactement. J'étais très, très attachée aussi à mon papa. Donc, sentimentalement, d'un point de vue social, c'était difficile. Voilà. Tu ne travaillais pas alors que tu avais été indépendante. Il y a beaucoup de choses, j'imagine que voilà. Quand on change de pays, les gens passent aussi par toutes ces étapes-là. Oui, cette mentalité, je suis arrivée avec quand même une mentalité qui était complètement différente de ce qu'on connaît en Israël. D'ailleurs, plusieurs fois, j'en fais des sketchs. Je me rappelle de certaines anecdotes. Comme quoi, par exemple? Tu rentres dans l'ascenseur, bon, c'est normal de dire bonjour, même si tu connais pas les gens qui sont dans l'ascenseur. Alors, tu rentres dans l'ascenseur, tu dis Boker Tov. Alors, tout le monde te regarde. Genre, on se connaît. Ou même... tu sais, choisir des mots qui ne sont pas toujours les bons mots. Je disais que j'étais très maniaque. En français, maniaque, c'est être ordonné, c'est être très propre. Mon mari a entendu ça la première fois, il me dit « Ah non, 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 alors tu dis pas ça ici !» Ici, c'est un autre sens. J'en rigole aujourd'hui, mais je pense que l'humour m'a aidé un petit peu à surmonter ces... les petits réglages qu'il fallait faire. Voilà, exactement. Bon, ça, c'était il y a 18 ans. Oui, voilà. Aujourd'hui, ça a changé. Je sens que j'ai grandi avec, que j'ai évolué avec cette ville. C'est ce qui me rattache le plus à cette ville. On a eu plusieurs occasions de quitter Beersheva. C'est vrai que mon mari, quitter Beersheva, c'est pas un problème, mais c'est moi en fait qui le retiens ici. J'ai un lien avec cette ville qui est assez fort. Et même si, tu sais, quand je rentrais à Marseille, on me disait « Ah, tu as fait ton Aliyah t'es où? » Je fais à Beersheva. Mais qu'est-ce que tu fous à Beersheva? Tu sais combien de fois j'ai entendu, mais c'est où Beersheva? Mais c'est un trou, c'est dans le désert. Au début, oui, ça me mettait un petit peu, tu sais, un peu mal à l'aise. Est-ce que le fait d'avoir une triple culture, on va dire aujourd'hui, israélienne, française et arabe aussi, tunisienne, est-ce que ça t'a aidé ici dans ton intégration et est-ce que ça t'a aidé à décrocher ton premier job? Complètement. Il faut dire que mon job, j'ai eu vraiment... par pur Mishamaïm. C'est mon beau-frère qui a trouvé une petite annonce dans le journal local et qui m'a dit « Écoute, on cherche une coordinatrice d'Aliyah pour les Tunisiens, pour l'Aliyah de Tunis. » Et il m'a dit « Je pense que ça peut te convenir. » Au départ, j'étais un petit peu « Oh, c'est beaucoup de responsabilités pour moi et je ne connais pas assez... les bureaux ministériels, les lois, pour m'occuper moi-même. Tout de suite, tu as freiné au début. Voilà, j'ai freiné, mais on m'a poussée, j'ai passé le Michraz et j'ai décroché le job. Et depuis, j'y suis. Ça t'a ouvert vraiment un autre monde, j'imagine. Ça t'a aidé à t'intégrer, de travailler? Énormément. J'ai commencé tout dès le départ. C'est une création de poste? Voilà, c'était une création de poste. Tu sais, être coordinatrice d'Aliyah, on ne te forme pas pour ça, on te jette à l'eau. Et il faut que tu te débrouilles. J'ai eu la chance, vraiment. La chance et le kavod de m'occuper de la première vague d'Aliyah des Olim de Tunis. Pour moi, ce n'était pas qu'un job. C'était aussi retourner un petit peu à mes sources.
J'ai dû d'un coup reparler un petit peu arabe. C'est une langue que je ne pratiquais presque plus, étant donné que je parle le français. Et l'hébreu. Et l'hébreu, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que c'était... Ton cadeau. Voilà, c'était mon cadeau, c'était le poste fait pour moi. J'aime beaucoup aider les gens. C'est quelque chose que je fais au naturel en général. Et là, c'était ton travail. Voilà, là, c'était mon travail. Donc, quoi demander de plus? J'étais pendant 3 ans projectorite de cette Aliyah. C'était important pour toi qu'il réussisse à plus d'un titre, j'imagine. Oui. Je pense que j'ai donné vraiment le maximum pour aider à intégrer, à faire évoluer chacun de ces familles dans la société israélienne. Ça a été une réussite vraiment, quoi. Impressionnante. Aujourd'hui, voir des femmes qui étaient femmes au foyer en Tunisie, qui n'ont jamais travaillé, qui ne parlent pas hébreu, aujourd'hui occuper des postes comme comptable, comme maîtresse, comme prof, c'est une fierté pour moi. On sait que les Juifs de Tunisie, du Maghreb ont beaucoup souffert dans la région. Est-ce que pour toi, c'est une sorte de réparation pour eux? En 2012, la première vague a été déclenchée par le printemps arabe. On a accueilli les 20 premières familles. Je pense que de là-bas, ils ont vu que les choses ne sont pas si difficiles que ça. Ils ont vu la réussite en fait des premières familles qui sont arrivées ici et ça les a poussés à faire leur aliyah. Tu penses que c'est la meilleure façon de faire monter les gens en Israël, c'est d'intégrer au mieux ceux qui sont déjà là et de montrer aux autres que oui, ça marche, oui, ils sont heureux. Oui. Pour toi, c'est la meilleure façon de drainer de l'aliyah supplémentaire. Alors aujourd'hui, tu ne t'occupes plus des Tunisiens, enfin peut-être encore un petit peu, mais pas officiellement, on va dire, tu t'occupes des francophones. Avec les attentats de l'Hyper-Cacher, on a eu en France, on a eu une vague d'aliyah française. Qui est arrivée à Beersheva. Oui. On n'en parle pas beaucoup. Oui, on n'en parle pas beaucoup, mais il y en a qui sont arrivés aussi à Beersheva, suite à une famille, la famille qui était déjà sur place, des amis. Donc j'ai été appelée cette fois-ci par le maire. Donc c'était important pour lui de donner une aide spéciale pour les Olim qui viennent de France. Voilà, depuis, c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, je fais un peu... je ne suis pas que coordinatrice d'Aliyah, je fais aussi beaucoup de choses en parallèle. Donc, comme je travaille pour la mairie, ça me permet d'être un peu plus libre dans ce que je fais et de porter mon aide à tous ceux qui en ont besoin. On ne le sait pas, mais bon, Beersheva, c'est aussi à mi-chemin entre Eilat, d'autres villes comme Arad, et quand il y a des problèmes, des accidents, des choses comme ça, où des francophones sont impliqués, dans cette région-là, dans toute la région, ce n'est pas seulement Beersheva, c'est toi qui es aux premières loges. Voilà, quand il y a malheureusement des blessés qui arrivent suite à des accidents ou même des touristes qui ont besoin d'un coup de main. C'est toi. Voilà. Tu es l'adresse. Alors, comment tu vis, on va dire aujourd'hui, ton intégration après 20 ans? Quels conseils tu as envie de donner aux gens? Parce que parfois, on entend, c'est très très dur au début, on a envie de baisser les bras, on a envie de repartir, on se dit mais pourquoi je suis venue? Est-ce que ces pensées-là t'ont traversé ou tu t'es accroché à des choses plus positives? Je ne dis pas que c'était facile au début, loin de là. Mais j'ai pas baissé les bras. Quand on arrive seul, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont la possibilité de venir avec le programme Massa, ils sont intégrés dans des centres d'intégration, ils sont ensemble, ils sont en groupe. Donc toi, tu étais mariée quand même. Voilà, j'étais mariée avec un Israélien qui ne savait pas non plus comment faire pour t'aider. Voilà, comment faire pour m'aider. Je me suis accrochée et aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis fière de la famille que j'ai. Si au départ, Beersheva c'était pas ma ville par choix, mais j'y reste par choix. Qu'est-ce que tu aimes dans cette ville? C'est une grande ville, d'accord. C'est une ville de 230 000 habitants, mais qui reste quand même très chaleureuse, très familiale. Les gens sont très serviables. C'est comme ça que je le ressens. Aujourd'hui, on peut aller au concert, au cinéma. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, avec le Yes Planet, Cinema City, on a l'amphithéâtre avec 12 000 spectateurs. Il y a 2 semaines, on était avec ma fille au concert de Hanan Ben-Ari. Il y avait Shlomo Artzi, Rita, il y a tous les grands qui arrivent sur Beersheva. Donc, je sens moins le besoin de sortir de la ville pour profiter. Donc, même au niveau shopping, on peut se débrouiller. On a tout ce qu'il faut, mais dans une ville qui reste quand même très, très... très chaleureuse. Ça te rappelle la Tunisie? Oui, il n'y a que la mer qui... Il n'y a que la mer qui manque. Mais bon, on est quand même à 45 minutes de la première plage.
Donc, quand on veut aller à la plage, c'est pas... Qu'est-ce que tu as envie de dire aux tiens qui sont pas encore là? Ta maman n'est toujours pas en Israël. Non. Partie encore de ta famille qui est restée à Paris. Et puis il y a plein de gens aussi qui nous écoutent et qui hésitent. Oui. Avec tout le parcours que j'ai fait, je pense que je suis à la station finale. Je suis en Israël et je pense qu'Israël reste quand même le pays des Juifs. Tu peux pratiquer librement ta religion. Encore une fois, je viens d'une famille très sioniste et l'amour que j'ai pour Israël, aujourd'hui encore plus, avec toutes les difficultés qu'on peut... Les difficultés qu'Israël traverse, les difficultés politiques? Politiques, même, on va dire, dans cette région. Quand il y a des tensions à la bande de Gaza, c'est... le sud du pays est directement touché. C'est dur de vivre avec ça? Écoute, la première fois que j'ai entendu la sirène, j'ai préparé une valise. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit « On va où ?» Elle me dit « On va où ?» Je dis « il y a la sirène, on fait quoi ?» Ça reste quand même une blague, hein. Quand il y a une sirène, mon mari m'a dit « T'as préparé ta valise ?» Je ne dis pas qu'on s'y habitue. À chaque fois qu'il y a des tensions, c'est vrai que le cœur bat un peu plus vite. Mais c'est Israël. On est là. C'est le prix à payer? Oui. Chaque fois que dans les infos, j'entends attaque sur Beersheva, attaque sur Ashdod, sur Ashkelon, sur Tel Aviv, ma famille est inquiète au téléphone. J'utilise toujours le sens de l'humour pour calmer les tensions. Qu'est-ce que tu as préféré depuis toutes ces années? Qu'est-ce que tu préfères ici? Les 3 premières années de mon travail ont été très critiques pour moi. Dans ma façon aussi de voir Israël, de voir mon intégration, de voir mon aliyah. Le fait d'apporter aux gens, ça m'a énormément apporté. Ça t'a construite? Ça t'a fait grandir? Oui, ça m'a fait beaucoup évoluer déjà. La première année a été difficile, donc j'ai su vraiment toucher les points faibles de la aliyah et je n'ai pas voulu que les Olim fassent les mêmes erreurs que moi peut-être. Donc le fait d'être nouvelle moi-même Ola Hadasha et peut-être de venir de la Tunisie et venir aussi de la France, même au niveau des mentalités, ça m'a aidé à les comprendre les mamans, comprendre les jeunes, comprendre les papas, qu'il faut changer et qu'il faut s'adapter aussi. Donc on ne peut pas éduquer les enfants comme on les a éduqués en Tunisie. C'est pas possible. Ils sont très différents les enfants ici. Oui, mais ils s'adaptent beaucoup plus vite et beaucoup mieux que les grands. Aujourd'hui, je rencontre des enfants dont je me suis occupée des parents. Donc ils avaient peut-être 3, 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, tu les vois, ils sont tous en chiroute à l'armée. Il y a 2 semaines, j'ai été invitée à un mariage, justement d'une Ola de Tunis. J'ai été d'un côté très choquée de les voir comme ça, tu sais, très israéliens. Mais d'un autre côté, j'étais très, très fière. D'ailleurs, à Djerba, mon numéro de téléphone passe de l'un à l'autre. Ils envisagent l'aliyah du coup. Ça facilite peut-être un peu les choses. Le fait de savoir qu'il y a quelqu'un de chez eux, d'accord, qui parle arabe. Tu sais, au début, les premières familles qui sont arrivées, c'était « Ah, tu es la fille de, tu es la nièce de… » Donc pour eux, c'est très rassurant d'avoir quelqu'un de leur monde en fait. De leur monde, ça les rassure et ça leur permet aussi de me faire confiance. C'est beaucoup une relation de confiance quand on arrive, c'est très important. Oui, de savoir que tu es là pour eux et que tu es là pour leur bien, qu'il n'y a pas d'intérêt en fait. Voilà. J'ai aucun intérêt à les aider, sauf pour leur réussite et leur… Donc on peut dire que les stéréotypes qu'on avait sur Beersheva, c'est terminé aujourd'hui? J'espère. Toi, tu fais confiance au système éducatif oui. de la ville, oui. Pour tes enfants. Enfin, pour toi, c'est vraiment pas un problème de les faire grandir ici? Tu sais, il y a des voyages d'études et il y a certaines familles qui viennent. Je leur fais un petit peu le tour de la ville. Et ils sont vraiment très étonnés, souvent Beersheva. Et considéré comme voilà, c'est un trou dans le désert, mais qu'est-ce que je vais faire à Beersheva? De toutes les façons, je pars avec cette idée qu'à un moment donné,
on n'a pas le choix que de s'éloigner un petit peu du Mirkaz, d'aller ou vers le nord ou vers le sud. La population israélienne grandit et le centre du pays ne peut pas absorber tout le monde. Donc les gens doucement vont se rendre compte en fait que le Tzafon et le Negev, c'est l'avenir d'Israël. Je suis arrivée il y a 18 ans ici à Beersheva, mais je me sens pionnière, on dit. J'ai vu cette ville grandir, pas que la ville de Beersheva, je parle de toute la région. Je suis fière de faire partie en fait de cette évolution. Merci beaucoup. Je t'en prie, Cathy.